Bonjour à tous. Avant de vous parler de notre roi Radama II, on va d'abord se présenter. Alors, moi je m'appelle Nicolas Martin, je suis français et j'habite à Madagascar depuis 20 ans. Voilà, ma passion de la planche à voile m'a emmené à Madagascar, au nord de cette grande île, pour y créer un hôtel spécialisé en planche à voile qui s'appelle le Babaoumbi Island Lodge. Et le fait de vivre là-bas m'a donné envie de m'intéresser davantage au pays. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'histoire royale de Madagascar, d'autant plus que maintenant je vis à Antananarive, la capitale de Madagascar. Et je suis venu avec mon ami Ar, qui est légitime, qui va se présenter, qui est plus légitime que moi, puisque lui descend des familles royales, mais il va vous le dire maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Ar Rakotondrabo. Je suis historien de formation, conservateur des musées et donc muséologue. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce podcast avec Nicolas Martin pour vous présenter ce nouveau livre sur Radam II, le roi Radam II. Alors voilà, en fait, en réalité, c'est une deuxième édition, mais beaucoup plus travaillée, qui nous a permis, Ar et moi, d'annoncer de nouvelles choses, des inédits. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette édition, c'est qu'on parle de choses et autres qui n'ont jamais été dites encore jusqu'à présent. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques mots sur Madagascar, puisque notre personnage vient de Madagascar. Madagascar est une grande île, une des plus grandes îles au monde, aussi grande que la France, située entre l'Afrique et l'Asie. Voilà, c'est ce qui fait sa particularité, puisqu'à Madagascar, on y trouve un certain nombre d'ethnies qui, pour certaines, sont proches des Africains et d'autres des Asiatiques. C'est vraiment le carrefour entre l'Asie et l'Afrique. Un peuplement très ancien, puisqu'on considère que les Asiatiques seraient venus vers le 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ, et surtout un mode tribal jusqu'à ce qu'on rentre dans le royaume de Madagascar, dont on va parler, et on peut dire que les premiers rois de Madagascar arrivent vers le 15e, 16e siècle, avec un certain nombre de royaumes. Il n'y avait pas un roi à Madagascar, il y avait des royaumes, et on attend vraiment 1795 pour considérer qu'à Madagascar, il y ait un royaume avec le fameux Andiapounmerne, si je le prononce bien, qui est le premier souverain de Madagascar à avoir réunifié les royaumes. Son fils, Radam le Grand, lui succède, et Radam le Grand, ensuite, décède en laissant la place à sa femme, la reine Ranaval, pour ensuite voir arriver le fils de Ranaval qui nous intéresse, qui est le fameux Radama II, qui porte le titre de l'ouvrage. Est-ce que par rapport à l'histoire de Madagascar, on peut ajouter quelques points? Peut-être juste sur le fond en fait, des origines de la population, il ne faut pas oublier non plus le fond arabisé, on va dire, du Moyen-Orient, que certains disent islamisé ou d'autres disent juif, ce qui est dans les sources et dans les écrits, mais moi je dirais plus sémite, on va dire, parce que la population sémite englobe à la fois le Moyen-Orient jusqu'en Égypte. Même quelquefois, certains considèrent que l'Éthiopie fait partie de cette trame de population sémite. Donc ça aussi, il faut le préciser parce que ça transparaît dans la culture des Malgaches en général. Pour revenir au livre, c'est effectivement l'intérêt au fait par rapport à tout ce qui a été écrit auparavant sur Radam II, c'est que vous présentez une nouvelle perspective de ce roi, parce que on a toujours tendance à juger a posteriori le règne de Radam II,
par rapport à la colonisation, par rapport à la Charles Lambert, etc. Mais ça, c'est ce qui s'est passé après. Et ce que vous expliquez dans le livre, c'est que ce que vous démontrez, c'est que c'était véritablement une période d'espoir, de liberté, suite à une longue période d'oppression sous la reine Ranaval Ier, dont vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, effectivement, il y avait non pas seulement, au fait, les Européens ont été pourchassés parce que la population était trop occidentalisée, mais aussi il se trouve que les Malgaches aussi avaient été opprimés. Et donc votre livre démontre très bien cet aspect de l'espoir de la société malgache sur Adam II. Et merci beaucoup. Alors, on va essayer de donner quelques chapitres, quelques points du livre, sans déflorer tout le livre. Ce que tu me dis de très juste, c'est vrai que l'influence arabe est très importante, puisque le roi Radam, avant d'écrire en anglais et en français, écrivait en langue arabe. Et ça, on ne le sait pas assez, parce qu'on a retrouvé des sourabés, et que les premières écritures du royaume de Madagascar, alors qu'on est au centre de Madagascar, c'est la langue arabe. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si je me suis intéressé à Radama II, c'est parce que c'est le roi méconnu, et un roi critiqué. Donc on veut un petit peu aussi le réhabiliter. On a écrit beaucoup de choses sur lui mauvaises, et tu me l'as dit, et ça m'a été confirmé, souvent assez fausses. Et ce roi, qui est né dans une période sombre, puisque lorsque Radama II est né, c'était pendant le règne de sa mère, Ranaval I, on a dit qu'on appelle comme un règne de terreur. C'était assez dur. Et lui, tout de suite, s'est opposé à ça. Dès son plus jeune âge, il a dit à sa mère, cessez de tuer, cessez de torturer. C'était quelqu'un, on peut dire, avec une grande sensibilité. C'était un jeune doué d'une grande sensibilité, et c'était un jeune qui, très vite, était ouvert sur le monde, curieux. Voilà, je dirais, c'est sa curiosité qui l'a fait. Alors, au décès de sa mère, naturellement, il prend le pouvoir, même si à l'époque rien n'était naturel, puisqu'il y avait des conflits entre différents clans. Et le jeune Radama II a quand même été protégé par des oligarches pour prendre naturellement, parce qu'il y avait quand même un petit hic, on peut déjà le dire, c'est que lorsqu'il est né, son père était déjà décédé depuis 14 mois. Donc voilà, on a des doutes sur la paternité, mais on ne va pas en parler. C'est surtout sa mère qui est importante, parce que c'était la dernière reine, Ranaval I. Et dès son arrivée au royaume, dès qu'il a été choisi, enfin désigné comme roi, la reine est morte, un roi est né, il a tout de suite décidé d'ouvrir le pays. Et c'est là où on a entendu beaucoup de choses critiquables et qu'on peut considérer comme fausses, c'est qu'on a toujours dit qu'il avait ouvert le pays à la France. Et en réalité, tout ce qu'on a pu trouver comme information, notre travail peut nous permettre de dire aujourd'hui qu'il a réellement donné un équilibre entre les Français et les Anglais. Il a contrebalancé tout. Et son intérêt, c'était d'ouvrir le royaume, non pas à la France, mais au reste du monde. Et jusqu'à avoir, et ça c'est quelque chose pareil dont on n'a jamais entendu parler, et j'accorde 3 pages, jusqu'à avoir un ministre américain. Ça c'est quand même extraordinaire, parce qu'on ne lit ça nulle part. Voilà, il a quand même eu un ministre américain. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il était uniquement pro-français. Et il a eu également autour de lui des Anglais, des Français, mais un ministre américain. Ça donne, c'est vraiment pour donner une idée de son ouverture d'esprit. Alors, ce roi a fait une grande fête pour son couronnement, puisqu'il a invité des Français et des Anglais qui provenaient pour la plupart des îles limitrophes, c'est-à-dire la Réunion pour la France et l'île Maurice pour l'Angleterre, qui sont venus chargés de cadeaux et qui sont venus pour dire au roi, nous souhaitons démarrer des échanges commerciaux avec vous, des échanges militaires, et puis également essayer d'apporter un petit peu d'influence religieuse, puisque c'était la grande mode à l'époque, les jésuites d'un côté pour la France et les missionnaires protestants pour l'Angleterre. Donc ils sont arrivés chargés de cadeaux, il y a eu un magnifique couronnement, tout s'est très bien passé, et
Bon, on va déjà donner la fin de l'histoire. Son règne a été écourté parce que les oligarques qu'il avait mis au pouvoir se sont rendus compte que le business leur filait sous le nez. Et on va dire, résumer ça comme ça. Et très vite, notre malheureux roi a été assassiné par ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et il a régné 18 mois. Donc c'est un règne très court. Mais c'est un règne qui a permis l'ouverture de Madagascar sur le reste du monde. Ensuite, le pays s'est un petit peu renfermé, mais je dirais ça fera l'objet d'autres livres et d'autres histoires, puisque ensuite, les oligarques ont pris le pouvoir. D'une façon assez arbitraire, un homme, Ragnar Boone, qui était le Premier ministre, a choisi des reines pour régner jusqu'à la fin du siècle et la colonisation de Madagascar. Mais là, on change de sujet. Donc voilà, je voulais vraiment, en quelques mots, donner les points clés de notre roi. Et Ars, si toi tu as quelques éléments à ajouter. Peut-être pas par rapport à Radam II en soi, mais c'est juste pour préciser que l'ouverture à l'Occident, c'est pas venu tout simplement comme ça un bon matin où Radam II s'est levé et s'est dit voilà. C'est que ça faisait suite à un héritage de Radam Ier. Donc cette ouverture a commencé déjà au début du 19e siècle quand l'Angleterre quand l'Angleterre a reconnu le royaume de Madagascar et donc que Madagascar est entré dans le concert des nations. Et donc cette ouverture a été assez a apporté beaucoup de progrès au début du 19e siècle dans la région et en Afrique en général. Et c'est de ça, en fait, que Radam II a essayé de faire, de ranimer, on va dire. Et c'est pour ça qu'il a décidé, contrairement à sa mère, la reine Radam Ier, d'adopter une politique d'ouverture avec l'Occident. Et donc, ça c'est une chose. Et des exemples concrets qui signifie que c'est à la fois c'est pas venu tout simplement seulement de la propre initiative de Radam Ier, mais du contexte général de la société de l'époque. C'était qu'il a réussi à fédérer une certaine élite pour créer la première académie des sciences de Madagascar. Et c'est dire qu'il y avait quand même un intérêt. Alors juste, je t'interromps 2 secondes. Voilà, ça c'est très important. Je mets le doigt là-dessus parce que nous sommes actuellement à l'Académie des sciences et c'est bien que tu le dises parce que j'aurais dû commencer par là. C'est que Radam II est le premier à avoir créé une académie à Madagascar. Exactement. Donc en fait, on peut dire pour finir que d'une académie, on se retrouve dans une académie. Et toi qui as travaillé ici, bah voilà, on en profite pour remercier l'Académie des sciences, remercier Radam II qui a créé cette première académie, parce que aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui il y a aussi une académie à Madagascar, l'Académie de Madagascar. L'institution a été renouvelée par le général Galini au début du et perdure toujours aujourd'hui avec une présidente. Effectivement, mais l'origine, la première version de l'Académie des sciences, c'est Radam II qui l'a créée. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas non plus en dire trop, parce qu'il faut quand même pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre, et de vous remercier en tout cas de nous avoir écoutés, et on vous engage à aller trouver ce livre qu'on trouve sur internet. Vivant Madagascar, nous on peut pas vous le vendre, mais il sera en vente sur le net. On a une maison d'édition, la librairie des collectionneurs, qui va le vendre très prochainement. Ou le consulter à l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Voilà, merci encore, et j'espère à bientôt. Merci.